Et maintenant, Laurent Wauquiez, entretien enregistré tout à l'heure à Mornan, non loin de Lyon. Écoutez-le. Bonsoir et merci d'être avec nous. Nous sommes donc dans cette ancienne chapelle réunion publique à Mornan. C'est l'occasion de l'interview avec Laurent Wauquiez. Bonsoir Laurent Wauquiez. Bonsoir. Merci de nous accorder cet entretien dans ces circonstances si particulières, nationales, internationales. On parlera bien sûr de la bataille pour la droite en France, mais on parlera aussi et surtout de la politique européenne. Face à Trump d'un côté, face à Poutine de l'autre, la France peut-elle, doit-elle être le fer de lance, y compris militaire? J'aimerais d'abord, je précise d'ailleurs qu'il y a ici beaucoup de vos militants, donc on verra si je me fais huer s'il y a une question un peu sévère ou au contraire applaudir, mais enfin la règle c'est plutôt celle du silence et de l'écoute. Je suis sûr que... merci d'avoir accepté de faire cette émission dans ma région. Voilà. J'y tenais, et puis d'être au milieu des gens que je veux porter, que je veux représenter, ça comptait pour moi. Donc je suis sensible à ce qu'on puisse faire ça ici, dans ce lieu, qui incarne aussi des choses auxquelles je crois, c'est-à-dire un patrimoine, une fierté de notre histoire, qu'on restaure, qu'on transfère, qu'on transmet. Et je précise que nous poursuivrons évidemment, puisque toute la classe politique, dans le branle-bas de combat que nous vivons, prend position. Ce sera ce lundi soir Gabriel Attal et ce sera plus tard évidemment Bruno Retailleau. Je suis sûr que chacune des personnes présentes ici a eu un sentiment en voyant la scène inouïe dans le bureau ovale, Zelensky versus Trump et Vance. Vous, sur le moment, qu'avez-vous pensé? Je vais vous dire précisément... Je ne crois pas qu'on doive réagir sous le coup de l'émotion. Et je ne crois pas que ce soit la bonne réaction face à ça. Tout est fait pour qu'on réagisse sous le coup de l'émotion. Et ce qu'il faut au contraire, c'est qu'on prenne cette scène très au sérieux, en la regardant pour ce qu'elle nous apprend et ce à quoi elle doit nous inviter. C'est-à-dire quoi? Un réveil immédiat de la France et de l'Europe. Et je voudrais expliquer pourquoi. Avant même qu'on évoque les questions de l'Ukraine, ce qui s'est passé dit quelque chose de ce qui nous attend, nous Français et nous Européens. Cette image montrait une relation et des relations internationales qui ont basculé dans le monde de la brutalité et de la violence, dans laquelle des puissances sont là pour imposer leurs intérêts, dans lesquelles des pays qui sont faibles se voient expliquer qu'ils n'ont plus la maîtrise de leur destin, dans lequel on comprend que maintenant on est dans un monde de prédateurs, où il peut s'agir d'une destruction militaire, mais il peut aussi s'agir d'une destruction économique. Nous, Français, nous, Européens, qui depuis trop d'années, à mon sens, nous étions endormis dans une forme de confort, dans l'illusion d'un monde de paix, de prospérité, marqué uniquement par des libres-échanges dans lesquels on trouvait les bons équilibres, ça n'était plus ce monde-là dans ce bureau ovale. Mais parlons clair, est-ce que ça veut dire, quand vous dites prédateur, que par rapport à nous, Trump est devenu un prédateur? Ma crainte, elle n'est pas là. Ma crainte, c'est que demain, nous soyons des proies. Mais de qui? Les États-Unis, avec la domination économique, la Chine, avec sa volonté d'hégémonie commerciale, la Russie, avec le risque militaire. Quelle est ma crainte? Ma crainte, c'est juste que si la France et l'Europe sont faibles, ce que nous avons vu, c'est que demain, nous n'aurions plus la maîtrise de ce qu'est notre avenir. Mais pardon, Laurent Wauquiez, on va chapitrer tout ce que vous nous dites en introduction de façon extrêmement précise, mais d'abord, ce rapport avec les États-Unis. On voit le paradoxe. Déjà maintenant, beaucoup qui condamnent Trump disent quand même, il faut lui reparler. Zelensky lui-même le dit. Est-ce que vous le pensez? Mais je ne veux pas qu'on se trompe. Les États-Unis sont un allié. Nécessaire? Indispensable. Mais ce que j'ai vu, c'est que c'est un allié avec lequel, si nous sommes faibles, nous serons des vassals. Est-ce que c'est un point de rupture pour vous? La droite, historiquement, une grande partie de la droite, il y a une droite anti-américaine, mais une grande partie de la droite qui, notamment face au communisme, considérait que le patron du monde libre était les États-Unis d'Amérique. Est-ce que c'est fini? Pardon, ça n'a jamais été la position de la droite qui est la mienne. Ça n'a jamais été la position de la droite gaulliste. Souvenez-vous cette phrase magnifique du général de Gaulle. Les États-Unis, les Américains, il faut les regarder en face, ils finissent toujours par s'y habituer. Quelle était la position du général de Gaulle? Le général de Gaulle disait, bien sûr, dans les moments dramatiques, les États-Unis, in fine, sont nos alliés. Parce que c'est une démocratie, parce que nous partageons au fond un certain nombre de valeurs qui sont communes. Et donc dans les affrontements, la crise de Berlin, la crise de Cuba,
Le général de Gaulle ne s'est jamais trompé. Mais il ne s'est non plus jamais laissé endormir dans l'illusion que face aux États-Unis, la France pouvait se contenter d'attendre le parapluie américain et d'être passive. Mais Laurent Wauquiez, qu'est-ce que je veux vous dire ? Parlons des moyens, avant d'aller vous poser les principes, et on va y revenir, et on aura le temps de le faire, mais les moyens d'abord. L'Europe, la France a-t-elle les moyens de prendre la relève pour protéger l'Ukraine ? Vous signez une tribune très remarquée dans le Figaro, disant qu'il faut revenir à une France qui donne la priorité aux régaliens, sécurité, défense. Est-ce que ça veut dire pour vous qu'il faudra des sacrifices, et en particulier pour mettre plus d'efforts là, taillés dans les dépenses sociales ? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts à nous protéger ? Non. Aujourd'hui non, demain il le faut. Et quand je dis cela, je pense que l'erreur c'est de penser que ça se résume uniquement au budget militaire. Non, ce dont je vous parle est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Notre nation s'est endormie dans un confort illusoire. Elle a cru qu'à coup de dépenses sociales et de dettes, elle pouvait financer son pouvoir d'achat. Elle a renoncé par le passé à cultiver sa souveraineté industrielle. Et nous nous réveillons dans un monde brutal et dangereux. Cela doit nous amener à sortir de l'âge de la naïveté. Il faut organiser la reconstruction tout à la fois de la France et de l'Europe dans tous les domaines. Quand je dis cela, ça veut dire que bien évidemment on va devoir choisir. Il va falloir qu'on arrête de gaspiller trop d'argent dans l'assistanat parce qu'on va en avoir besoin pour pouvoir se protéger. Mais il va aussi falloir qu'on se pose les questions. Une nation qui n'est plus capable d'apprendre à lire, écrire et compter n'est pas une nation qui demain peut compter. Mais pardon, est-ce que ça veut dire qu'on peut lâcher le mot de sacrifice, le mot tabou de sacrifice ? Je vais vous dire ce à quoi je crois encore plus profondément. Les Français se sont habitués à se dire trop souvent « comment est-ce que je peux profiter du système ?» Tirer un petit bout pour mon confort. Demain, ce qu'il va falloir qu'on s'habitue à se dire, c'est comment par mon action, je peux contribuer à renforcer ma nation, mon pays, l'Europe, parce que demain, c'est ça qui me protégera. Alors ça, c'est le principe, mais pardon, est-ce que ça passe par des paroles impopulaires ? Le contribuable américain, qui en clair est moins protégé socialement et fait plus d'efforts pour la défense, ils sont à 3,5% du PIB, France 2. Est-ce que c'est un modèle de ce point de vue-là ? Hélas. Je vais répondre très simplement, je n'ai pas l'intention de me caler sur le modèle américain. Par contre, ce que je veux, c'est... n'importe quel modèle plus guerrier. Vous l'avez compris, mon sujet n'est pas seulement guerrier, c'est-à-dire que si demain on veut être fort, il faut que notre économie soit forte, il faut qu'on investisse dans l'intelligence artificielle, il faut qu'on investisse dans l'armée. Et je vais répondre clairement à votre question. Bien sûr qu'il faut faire des choix. Si jamais on gaspille notre argent dans l'assistanat, nous n'aurons pas les moyens de le mettre ailleurs. Si nous continuons à avoir un système dans lequel on assomme de charges nos entreprises et nos salaires, nous allons continuer à importer des produits qui seront fabriqués en Chine, en Inde, au lieu d'être fabriqués chez nous. Si nous continuons à avoir une bureaucratie qui tue notre pays, nous n'aurons pas la vitalité dont nous avons besoin. Autrement dit, pour le dire clairement, oui, il y a des choix à faire. Est-ce la, oui, il y a des arbitrages. Est-ce la fin de l'État-providence, du rêve de l'État-providence ? Dans votre tribune, vous assassinez la social-démocratie. Vous dites le rêve social-démocrate, c'est fini. Attaro a raison. En clair, est-ce que le grand rêve de l'État-providence est mort ? Ce qui est mort, c'est un rêve dans lequel on a fait croire aux Français que le social qui dérivait dans l'assistanat allait acheter leur protection. Ce qui demain doit marcher, c'est un modèle social français qu'on doit retrouver, mais qui est celui que j'aimais, qui était celui de l'après-guerre, dans lequel on favorisait ceux qui travaillaient, dans lequel on accompagnait par un système de santé, par un système d'éducation nationale, ceux qui entreprenaient, mais ceux qui s'adressaient tout aussi bien à l'aide-soignante, l'infirmière qu'au chef d'entreprise. Et donc, je veux répondre à la question que vous posez. Est-ce qu'on doit renoncer à notre modèle ? Non. Je crois à la vitalité du modèle français et européen. Mais là, c'est le beurre et l'argent du beurre. Non, pas du tout. Laurent Wauquiez, tous les politiques, les hommes et femmes politiques qui succèdent, je suis quand même très frappé qu'ils disent en général il faut changer, mais quand on dit moins de prestations sociales, c'est plus compliqué, moins de fonctionnaires, c'est plus compliqué. Alors est-ce que ça voudra dire moins de fonctionnaires, moins de prestations sociales ? Je vous écoute très bien. Écoutez-moi si vous voulez bien. Qu'est-ce que je dis ? Moins d'assistanat, ça veut dire moins de prestations sociales. On a plus de 100 milliards d'aides sociales non contributives. Moins de fonctionnaires ? Ça veut dire évidemment moins de fonctionnaires, je vous ai dit moins de bureaucratie. Vous savez que je suis en lutte contre ces 1000 agences administratives qui coûtent 80 milliards au pays. Ça veut dire que, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Je veux qu'on garde un système social qui vienne en renfort à ceux qui travaillent. Je veux qu'on lutte contre l'assistanat qui nous coûte tellement cher et qui écœure ceux qui travaillent.
Je veux qu'on garde des services publics qui marchent. Je ne supporte plus la bureaucratie administrative qui fait des normes et qui étouffe les agents Laurent sur le Wauquiez, terrain. ce sont des réformes à long terme. Parlons s'il vous plaît de l'actualité très immédiate. L'Ukraine a besoin d'argent. Si les États-Unis coupent le robinet, elle a besoin d'argent maintenant. Est-ce que la France et l'Europe est prête à dire les dizaines de milliards, ça représente des dizaines de milliards qu'il faudrait remplacer, est-ce qu'elle peut le faire? Je vous l'ai dit aujourd'hui non, et demain il le faut. Aujourd'hui non. Aujourd'hui évidemment, nous le savons très bien, nous ne sommes pas capables d'assurer aujourd'hui, il faut être lucide, il ne faut pas mentir à ceux qui nous écoutent. L'Europe aujourd'hui n'est pas capable d'assurer la protection que les États-Unis assurent. Quels sont les grands choix stratégiques aujourd'hui? Il y a deux droites à l'égard de la Russie, à l'égard de l'Ukraine. Celle de Nicolas Sarkozy, qui avait parlé très tôt déjà de l'idée qu'il faudrait une sorte de neutralité de l'Ukraine, qui a considéré que l'OTAN, d'une certaine manière, était allée trop loin face à la Russie, même si c'était le libre choix des peuples. Et puis il y a l'autre droite qui considère que la Russie est dans la position de l'agresseur à 100% et qu'il n'y a aucune justification. Quel est votre choix? L'analyse de Nicolas Sarkozy était, si je peux me permettre, pas exactement celle-là. Et je tiens à rappeler qu'à l'époque où lui était à la présidence française de l'Union européenne, c'était l'Europe qui avait réglé la crise géorgienne avec Poutine. Avec succès. Avec succès, ce qui mesure aussi l'ampleur de notre décadence depuis. Succès, mais une partie de la Géorgie occupée quand même par les Russes. Oui, mais un Poutine qui discutait avec l'Europe et qui considérait quel était son interlocuteur, là où aujourd'hui on a un président américain qui ne prend même plus en compte les intérêts de l'Europe. Ça veut dire, pardon, que vous êtes pour reparler à Poutine, parler fermement, mais parler à Poutine, l'Europe doit reparler à Poutine? Et c'est indispensable. C'est un agresseur, je ne me trompe pas. C'est un autocrate, je ne me trompe pas. Il est dans un pays où on emprisonne et où on empoisonne ses opposants. Il ne correspond pas aux valeurs qui sont les nôtres. Mais il est indispensable de parler. Si nous ne parlons pas, nous ne restaurerons pas la paix. Après... Pardon, si on est encore plus précis, le modèle Chirac, en gros, qui était extrêmement, pour ceux qui ne l'aimaient pas, disait indulgent à la Russie. Légion d'honneur à Poutine, on discute avec Poutine, on cultive ces liens-là. Est-ce que ce modèle est encore valable aujourd'hui ou c'est fini? Non, l'indulgence par rapport à la Russie de Poutine n'est pas de mise. L'Europe ne doit pas se tromper sur ses enjeux. Quels sont nos enjeux? Parce qu'il est important dans cette période d'avoir des idées claires. La première, l'Ukraine ne peut pas être dépecée. C'est fondamental. C'est un pays qui est à notre frontière. Si ce signal est envoyé qu'un pays agresseur peut dépecer un pays qui est une proie, alors il n'y aura plus aucune stabilité dans les relations internationales. C'est la première priorité pour l'Union européenne. La deuxième priorité, c'est que la paix, qui doit être notre objectif en Ukraine, ne doit pas être achetée à n'importe quelle condition. Ça veut dire que c'est une paix qui doit reposer sur des garanties fiables, qui peut supposer d'ailleurs que l'Union européenne s'implique dans les garanties pour cette paix, et ce qui peut aller jusqu'à y compris participer à une force militaire de paix. J'ai dit de paix, pas de guerre. Des troupes de maintien de la paix, vous y êtes favorable, visiblement. Je l'ai dit, de maintien de la paix. Les mots sont importants. Mais pardon, Laurent Wauquiez, les Ukrainiens veulent plus que ça, on entend bien. Ils veulent une garantie de sécurité. En clair, parce que c'est ça le nerf, est-ce que vous seriez favorable à un traité d'alliance où on dit, si l'Ukraine est à nouveau attaquée après la paix, la France entre en guerre? C'est ça l'enjeu. On n'en est pas là. Si, non, pour eux, oui. Non, pardon. Ils veulent être protégés, ils ne veulent pas simplement un cessez-le-feu momentané. Non, pardon de le dire. On n'en est pas là. L'objectif est d'obtenir un cessez-le-feu, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif est d'obtenir un traité de paix. Un traité de paix qui garantisse des frontières, un traité de paix qui permette aux Ukrainiens d'avoir la voix au chapitre sur le destin de leur pays. Qui protégera l'Ukraine alors? Qui sera garant? Et derrière, ça fera partie des conditions qui sont celles du traité de paix. Est-ce que qui sera garant? Qui dira, messieurs les Russes, si vous attaquez à nouveau, nous réagissons? Mais il faudra que ce soit la communauté internationale, sinon nous n'avons... Ça ne veut rien dire, vous le savez très bien, puisque... Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Elle est divisée profondément, c'est ce qu'on a vu au début, les Américains partent de l'autre côté. Je vous ai répondu. Je pense que ça passera par une force de déploiement militaire d'interposition et de paix, dans laquelle les armées européennes devront s'engager. Vous n'avez pas vraiment répondu, il faut être franc. Est-ce que oui ou non, on est prêt à faire la guerre pour l'Ukraine, s'il le faut? Je vous réponds clairement, le sujet pour moi n'est pas de dire est-ce qu'on est prêt à faire la guerre contre la Russie pour l'Ukraine. Le sujet est de dire qu'est-ce que nous sommes prêts à déployer pour garantir la paix de l'Ukraine. Ça n'est pas du tout la même question. Je ne viens pas ici, sur votre plateau, en étant un va-t-en-guerre.
Et je pense que c'est le pire service à rendre, et à notre continent, et à l'Ukraine, et à la Russie. Je viens ici en vous disant, je veux que demain l'Europe soit puissante pour que si elle se déploie en Ukraine pour garantir la paix, elle soit solide et crédible. Ça ne concerne pas seulement les Ukrainiens. Au fond, les Baltes, les Polonais, les Roumains, etc. Hein. Beaucoup ont le sentiment que la bombe américaine les protégeait. Le président de la République, aujourd'hui même, remet sur le tapis cette notion de dimension européenne de la dissuasion nucléaire. Vous ambitionnez d'être président de la République. Si demain vous êtes président de la République, si demain vous avez le bouton nucléaire, est-ce que cela se partage ? L'arme nucléaire ne se partage pas. Le bouton nucléaire ne se partage pas. Il est le fruit d'un travail patient de la France qui en a fait l'outil de sa souveraineté nationale. Est-ce que cette souveraineté nationale doit ensuite être mise au service de la défense de l'Europe ? Je le crois. Et d'ailleurs, le président Jacques Chirac, que vous avez évoqué, avait ouvert cette réflexion, marquant d'ailleurs ainsi une inflexion importante par rapport aux positions qui étaient celles de François Mitterrand. Mais l'arme nucléaire, elle ne se décide pas avec 6 personnes autour de la salle. Parce que la dissuasion nucléaire repose sur cette capacité à ce qu'en face, il n'y ait pas de doute, parce que le moment venu, si nécessaire, elle pourrait être utilisée. C'est la seule chose qui garantit précisément son efficacité. Mais Laurent Wauquiez, est-ce que c'est une faiblesse intrinsèque de l'Europe ? L'habitant de Chicago, l'habitant de San Francisco, il sait que la bombe nucléaire américaine le protégera. En ultime raison. Le Balte, le Polonais, il a beaucoup de doutes, et on peut le comprendre, de savoir si la bombe française le protégera. Comment changer ça ? Ou est-ce que c'est définitivement que l'Europe n'est pas une puissance ? L'Europe n'est pas comparable aux États-Unis. Elle ne le sera jamais ? Et elle ne le sera pas, ou en tout cas pas dans un horizon de temps qui est raisonnable. Mais elle a d'autres atouts. Oui, mais la bombe, c'est la protection suprême. Bien sûr, et c'est pour ça d'ailleurs que le président Jacques Chirac, et c'est la même chose que ce que je vous dis, a très clairement exprimé que dans la protection des intérêts de la France, il y a la protection des intérêts de l'Europe. Il l'a fait avec ce qui repose, et vous le savez très bien, sur la caractéristique intrinsèque de l'arme nucléaire. La dissuasion doit reposer sur une ambiguïté. La dissuasion nucléaire n'a jamais consisté à dire si telle ligne géographique, si telle frontière est franchie, alors on déclenchera l'arme nucléaire. Attention, on parle d'une arme qui est l'arme nucléaire, pas n'importe quelle arme. Et donc cette ambiguïté, elle est intrinsèque à toute dissuasion nucléaire. Mais elle va dans les deux sens, l'ambiguïté, vous savez comme moi. Bien sûr, mais c'est d'ailleurs pour ça. Si demain des chars russes entraient en Allemagne, est-ce que l'intérêt vital de la France est touché ? Je considère que dans l'intérêt vital de la France, il y a la protection de l'intérêt vital de l'Europe. Et ensuite, je vous l'ai dit, parce que c'est fondamental, et ça ne se tranche pas comme ça à la sauvette, il est essentiel que dans la condition de l'utilisation de la dissuasion nucléaire française, reste cette ambiguïté qui ne consiste pas à dire c'est à telle frontière, c'est à telle ligne géographique. Laurent Wauquiez. Je voudrais, parce qu'il y a un point qu'on n'a pas encore évoqué. Vous me dites que l'Europe est faible. Non, l'Europe peut être forte aussi. Elle peut être forte si la France en est le pivot. Elle peut être forte si elle décide de l'être. Et notamment la coopération entre les armées et les différentes armées européennes. Nous avons la possibilité de construire demain ce que les États-Unis ont construit eux, c'est-à-dire une force industrielle militaire. Pour cela, je crois au caractère indispensable de doter l'Union européenne d'un fonds d'investissement industriel consacré uniquement aux entreprises européennes, pas faites pour aller acheter du matériel américain. Actuellement, on sait que c'est ce paradoxe incroyable. Il y a davantage d'achats américains et autres. Ce qui n'a aucun sens. Et là, c'est le point qui est intéressant sur comment vous basculez d'une Europe fragile, divisée, à une Europe soudée. Est-ce que là, vous reconnaissez le rôle moteur du président de la République ? Ces propositions, en général, on voit à quel point Emmanuel Macron, là, s'en fait le fer de lance. Vous le savez, j'ai le droit de faire un compliment, ça peut... Mais je vais le faire. Ça n'a pas de mal. Et vous le pensez. Et je n'ai pas de problème à le faire. Vous le savez, il m'est arrivé d'être très critique sur ce qu'a fait le président Emmanuel Macron, et notamment à notre pays. Et je pense qu'il y aura d'autres thèmes sur lesquels je l'exprimerai. Et je pense que pour l'instant, en termes de relations internationales, ce qu'il essaye de faire face à Donald Trump, ce qu'il essaye de faire sur l'Ukraine, sur l'Europe, doit être soutenu. Vous dites bien joué Macron aujourd'hui, ce dimanche, la réunion à Londres, etc. Comme j'aimerais pouvoir dire bien joué. Mais est-ce que vous avez l'impression que la paix est acquise en Ukraine ? Est-ce que vous avez l'impression que les États-Unis nous écoutent ? Non. Je dis juste, il fait de son mieux. Il doit être soutenu. Laurent Wauquiez, là, cette équipe Trump, elle est en train de changer les choses, la carte géopolitique, militaire. Il redessine aussi les influences politiques. Vance,
qui débarque à Munich et qui dit « Vous, l'Occident, soyez fiers des nations, de votre culture européenne ». Est-ce qu'une part de vous approuve cela? Est-ce que ça touche une fibre chez vous, une fibre de droite? C'est un homme de droite, vous êtes un homme de droite. Ce discours occidentaliste, comme on dit, est-ce qu'il vous touche? Vous le savez, je n'ai pas attendu le discours du vice-président J.D. Vance à Munich pour le dire. Ça fait des années que je me bats contre cette idéologie catastrophique de la déconstruction qui a abouti à ce qu'on fait croire aux Français qu'ils doivent avoir honte de leur histoire. Quand Emmanuel Macron allait en Algérie pour expliquer que la France n'avait commis là-bas que des crimes contre l'humanité, j'ai fait partie des premiers à le dénoncer. J'ai toujours pensé qu'une nation devait être fière d'elle-même. J'ai toujours partagé, moi, cette conviction que l'histoire française était une histoire magnifique et que nous n'avions pas été du côté des totalitarismes. Et donc je déteste à chaque fois que la France donne l'impression d'avoir honte. Mais qu'est-ce qui m'a gêné ? C'est que je n'ai pas aimé que ce soit un vice-président américain qui vienne me faire la leçon. Je n'ai pas aimé que ce soit un vice-président américain qui considère que l'Europe et la France sont maintenant si faibles que ce soit lui qui vienne nous expliquer comment est-ce qu'il faut conduire notre pays. La gauche libérale américaine aussi poussait ses pions, donnait c'est le libre débat mondial, c'est pas tabou. Non, je vais vous dire, je ne le prends pas comme un libre débat mondial. Parce que pour moi, c'est un signal, c'est un coup de réel. Ce coup de réel, il nous dit quoi? Nous ne sommes plus respectés. Nous ne sommes plus entendus. Est-ce que vous pensez que Kennedy serait venu dans la France du général de Gaulle pour expliquer au général de Gaulle comment est-ce qu'il devait conduire la France? Jamais. Jamais il n'aurait osé faire ça. Et donc pour moi, qui aime notre pays, qui suis attaché à ce qu'il se reconstruise, pour moi c'est un miroir qui nous est tendu de notre décadence. Alors dans ces rappels donnés par les Américains, quand ils disent, Vance mais aussi Musk, il y a un problème de crainte, vous avez parlé vous-même d'excès de normes, quand ils disent il y a trop de normes et l'Europe a peur de la liberté d'expression, ont-ils raison? Évidemment qu'il y a trop de normes en France. Évidemment que l'Europe s'est construite au final par des juristes, au lieu de se construire par des projets. Ils le prennent sous un sens idéologique, beaucoup plus large, au fond, une forme de bien-pensance européenne, c'est comme ça qu'ils le conçoivent. Est-ce que vous pensez ça? Je pense que petit à petit, on a laissé une idéologie venue de la gauche imposer ses idées au débat public en France et au débat public en Europe. Une idéologie qui nous explique que le multiculturalisme c'est bien, que contrôler ses frontières c'est mal, que assumer son identité c'est mal, que plaider pour l'assimilation c'est mal, que transmettre le roman national, la fierté, ça n'est plus acceptable, que tout ça serait des valeurs du passé. Ça aboutit à ce qu'au fond, on a laissé cette espèce de totalitarisme intellectuel s'installer dans notre pays et on est passé de ce que j'appelle le plus jamais ça, c'est-à-dire la honte de ce que la France, l'Europe avait pu commettre lors des guerres mondiales, à plus jamais nous. Erreur catastrophique. Dans le monde qui vient, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut transmettre à nos enfants la fierté. Est-ce que ça veut dire, pardon, que vous espérez, il y a eu des révolutions culturelles venues d'Amérique, des révolutions de gauche, 67, 68, ça a été les campus américains, puis mai 68, des révolutions de droite, Reagan et le libéralisme. Est-ce que vous espérez au fond une révolution de droite aujourd'hui? Au-delà, on a compris que vous êtes critique sur Trump, mais sous cet aspect-là. Mais c'est tout le combat que je porte. Vous êtes dans ma région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons fait dans notre région une restauration de notre patrimoine. Notre patrimoine religieux, nos cathédrales, mais aussi notre patrimoine historique, celui de notre histoire du Moyen-Âge. Nous avons mis en avant les faits héroïques qui ont été faits ici, chez nous, dans le Vercors, sur le plateau des Glières, dans les massifs de résistance d'Auvergne. On en a fait un festival qu'on a appelé la Région en Lumière, qui est destiné à mettre en avant l'histoire de France et la transmettre. Chaque élève de notre région qui apprend le latin ou le grec reçoit un ouvrage offert par la région, qui est un ouvrage de latin ou de grec, pour lui apprendre la fierté de ses origines, les origines de l'Antiquité. Je me rappelle Emmanuel Macron en 2017 disant qu'il faudra que tout le monde réapprenne le latin et le grec. C'est son espoir en tout cas. C'est votre espoir que tous les Français... Et à l'arrivée, on a fait un pass culture pour acheter des mangas. Triste destin à l'arrivée. Quand Emmanuel Macron dit il y a une internationale réactionnaire, il parle ici de Vance et des autres, a-t-il raison? Mais moi, c'est pas ça ce que je vois. Ce que je vois, c'est qu'il y a en France une idéologie de la déconstruction qui vient de l'extrême gauche. Ce que je vois, c'est plus dangereux d'après vous que les réactionnaires? Les réactionnaires, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse être assis sur notre histoire et que cette histoire ne soit pas une source pour s'enfermer dans son passé avec une nostalgie,
mais au contraire un moteur qui nous amène à innover, à aller de l'avant. C'est ça qui m'intéresse. Vous-même, vous passez pour réactionnaire aux yeux d'une partie des commentateurs ou de l'opinion, en particulier depuis la question du mariage pour tous, depuis votre opposition à la loi relative à l'ouverture au mariage aux couples homosexuels, 2013, participation à la manif pour tous. Est-ce que c'est toujours votre position ? Et je vous le dis simplement, je pense que ces débats sont derrière nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont été tranchés, la loi a changé, les tempéraments ont changé. Je ne renie pas ce que j'ai dit et ce que sont les convictions qui sont les miennes. Mais ça veut dire quoi, pardon, au-delà du principe de réalité stratégique, est-ce que le mariage homosexuel vous gêne encore comme en 2013 ou plus du tout ? Je pense juste que, pardon, ça n'est plus un débat d'actualité. C'est votre conviction à vous ? Ma conviction intime, je l'ai exprimée souvent. Donc elle n'a pas changé ? Je ne change pas sur mes valeurs et sur, au fond, ce qui était à l'époque mes idées, mais je respecte parfaitement les combats qui ont été portés par la communauté homosexuelle et qui doivent être respectés. Vous évitez la réponse. Vous avez le droit ou d'avoir changé d'avis ou de ne pas avoir changé d'avis, c'est ça au fond, votre avis personnel. J'aimerais bien, sur des sujets comme ça, pouvoir articuler plus d'une demi-phrase, si vous me permettez. Et que la réponse ne se résume pas juste à oui ou non. Sur peu là quand même, oui. Pardonnez-moi, je pense qu'il y a une part d'intime sur ces questions, une part de doute aussi, une part de questionnement personnel qui reste ouverte et qu'on doit accepter. Je vais répondre très clairement à votre question. Aujourd'hui, revenir sur le mariage pour les couples homosexuels n'a aucun sens. Voilà. Bruno Retailleau, sur ces marqueurs, disons, conservateurs, est extrêmement clair, et ça a un impact dans l'opinion. Il est votre rival. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit « damnation, il m'a doublé » ? Mais, au secours, à quel moment vous pensez qu'on réfléchit comme ça ? Vous êtes rivaux. Oui, on réfléchit comme ça. C'est pas très original. Et donc je me dis, au secours, il m'a doublé sur des sujets de conviction ? De clarté. Non, je ne crois pas. Et je pense que précisément, c'est pas comme ça que je raisonne. Qu'est-ce que je souhaite ? Tout le monde raisonne comme ça. Laurent Wauquiez, quand on a un rival, bien sûr, vous êtes en compétition. C'est la démocratie, c'est très bien. C'est normal et je vais essayer de vous répondre dessus. Qu'est-ce que je souhaite ? Je souhaite qu'on refonde la droite. Je souhaite que la droite reparle aux Français sur les sujets qui sont importants pour eux. Est-ce que je pense, conformément aux questions que vous m'avez posées, que pour la première question que se posent les Français, c'est est-ce qu'on va revenir sur le mariage homosexuel ? Non. Est-ce que je pense que ce que les Français attendent de la droite, c'est qu'on leur dise on va revenir sur l'IVG ? Non. Et je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'on va faire réentendre la droite. Pas du tout. L'immigration. Quand sa formule, ici même dans cette émission, quand il dit l'immigration n'est pas une chance pour la France, on voit à quel point c'est une façon, je termine juste là, de parler extrêmement clair, qu'on l'approuve ou qu'on ne l'approuve pas. Est-ce que vous partagez sa phrase ? Mais l'immigration n'est pas une chance pour la France. Je ne suis pas là pour être en compétition avec qui que ce soit. Je suis là pour faire en sorte qu'on fasse réentendre avec clarté et force la parole de la droite sur tous les sujets. Mais là-dessus, sur l'immigration. Je me suis toujours battu en disant que l'immigration finirait par poser un problème colossal dans notre pays en raison du communautarisme et de la baisse de notre capacité à s'assimiler. J'ai sans doute été et merci de l'avoir rappelé en début de l'émission, qui a été le premier à le porter avec la plus grande force. À l'époque, on m'expliquait que j'appartenais à la droite dure. Je considère que depuis, je ne sais pas si j'avais doublé les autres, mais qu'en tout cas, ils se sont ralliés à mes positions. Donc, je n'ai pas changé d'avis dessus, parce que je ne change pas d'avis sur les fondamentaux. Le deuxième point. Juste là-dessus. Non. Cette fois-ci, je souhaite pouvoir aller au bout. Vous avez raison. Et je sais que vous avez l'habitude de laisser parler vos partisans. Là, je ne veux pas sortir avec la. Faites attention, ils vont finir par vous huer. Je souhaite aussi que la droite parle sur tous les sujets. Ouais. Je veux qu'elle parle sur la question du travail et de l'assistanat. Je veux qu'elle pose la question d'un système social dans lequel aujourd'hui il est devenu profondément injuste. Vous l'avez dit tout à l'heure, si je peux me permettre. Sur l'immigration. Parce que celui qui travaille dans notre pays ne gagne pas plus maintenant dans bien des cas de figure que celui qui reste chez nous. Laurent Wauquiez, sur bien des sujets, vous semblez à tort ou à raison aussi à droite, vous et Bruno Retailleau d'ailleurs, aussi à droite que le RN. Est-ce qu'un jour vous pouvez gouverner avec le RN ? Est-ce que vous imaginez ça sur le principe, pas sur la stratégie, et sur le principe, est-ce que cela reste un tabou ou est-ce que pour vous c'est un principe imaginable ? Je souhaite rassembler dans la refondation de la droite tous les Français qui partagent les valeurs de la droite, quel qu'ait été leur vote par le passé. Ça sont les électeurs. Tous les Français, quel qu'ait été leur vote par le passé, je souhaite qu'on puisse les rassembler dans cette refondation d'une droite large,
qui doit à nouveau faire entendre sa voix. En ce moment, nous sommes dans une époque qui est une époque malheureusement de compromis, voire parfois de compromission. Dans un gouvernement qui est avec François Bayrou, Premier ministre, avec tout ce que ça représente pour ma famille politique, lui qui l'a trahi plusieurs fois, avec un président de la République, Emmanuel Macron. Vous dites que François Bayrou est un traître ? Non, je ne dis pas que c'est un traître, je dis juste que c'est... Non, je dis juste que c'est quelqu'un qui a toujours choisi la gauche. Il a choisi Ségolène Royal, il a choisi François Hollande. Et face devant Nicolas Sarkozy, il n'a pas appelé à voter pour lui. Vous parlez presque comme un opposant. Non, je constate juste que dans des moments clés sur les élections présidentielles, il a toujours choisi la gauche. Ce sont des faits. Et donc, de cette période actuelle... Soyons concrets, pardon. Est-ce que ça veut dire que vous êtes pour une dissolution le plus vite possible ? La grande clarification dont vous parlez, est-ce que vous l'espérez pour 2027 seulement, ou est-ce que vous dites, dans la situation où nous sommes, dès que possible, c'est-à-dire à l'automne, été-automne, une dissolution est souhaitable ? Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a 2 temps. Le temps actuel, c'est un temps dans lequel il faut donner un minimum de stabilité au pays. Il a représenté, et c'est les choix que j'ai assumés, des efforts, parce qu'il nous a amenés à participer à un gouvernement avec des gens dont on ne partage pas le bilan qui a été fait pendant 7 ans. Donc pas que ce gouvernement dure le plus longtemps possible, en clair. Nous l'avons assumé, nous ne sommes pas du côté des artisans du chaos. Mais la deuxième chose que je vous dis, c'est que des compromis actuels ne sortira pas la politique de rupture dont a besoin la France. Et moi, mon engagement pour ma famille politique, pour mon parti, c'est de construire ce projet de rupture dont on a besoin dans tous les sujets. Et pour celui-là, je vais aller au bout de ma phrase, pour celui-là, il y a besoin d'une parole à droite qui soit libre, qui ne soit pas prise par les contraintes de la solidarité gouvernementale, qui ne soit pas sous la tutelle de François Bayrou. Et c'est cette parole que je veux porter au sein de ma famille. Monsieur Wauquiez, les commentateurs se trompent parfois. Lieu commun des commentateurs, ils se trompent parfois, parfois ils ont raison. Lieu commun, c'est Laurent Wauquiez, pardon du mot, c'est un peu planté. Il a refusé d'entrer au gouvernement, il s'est fait doubler par Bruno Retailleau. Bruno Retailleau a de l'avance, il a des soutiens de grande audience comme Gérard Larcher. Voilà, il est en train de vous dépasser. Est-ce que vous regrettez d'avoir refusé le gouvernement ? Cette question, elle s'est posée. L'économie, vous aviez l'économie. Et j'ai pris le temps d'y réfléchir. Michel Barnier m'avait proposé, vous l'avez rappelé, que je m'occupe du ministère de l'économie. Et il avait eu l'honnêteté de me dire, attention, ce sera avec un budget qui comporte des augmentations d'impôts. J'ai géré ma région pendant 8 ans. Je n'ai pas augmenté une seule taxe, un seul impôt. J'ai baissé de 15% les dépenses de fonctionnement, et notre région est une des collectivités en France les mieux gérées de France. Je n'étais pas prêt à me renier. Vous avez relancé dans l'obstacle ? Pas du tout. Il y avait un contrat qui m'était proposé, qui était d'aller à Bercy, je n'ai pas le fantasme des ministères, pour un budget avec des augmentations d'impôts. Ça n'est pas conforme à ce que je veux, et ça n'était pas conforme à ce que je souhaite pour la France. Et donc, j'ai fait ce choix. Et c'est un choix que j'assume parfaitement. Et je vais vous dire, pour être très clair sur mon état d'esprit, je pense que je suis plus utile, libre à l'extérieur, que ligoté à l'intérieur. Est-ce que vous êtes candidat coûte que coûte ? Aujourd'hui, on sent bien, Édouard Philippe était notre invité la semaine passée, il a dit le pouvoir, il disait bien, je vous posais la question du pouvoir, j'en ai envie, avec ce côté très assumé. Est-ce que vous en avez envie ? Oui, je veux pouvoir sortir mon pays de la déconstruction. Oui, je veux faire en sorte que la France puisse retrouver son dynamisme, sa puissance et son rôle. Oui, je veux que nous puissions changer tous ces compartiments qui aujourd'hui se sont effondrés dans notre pays. Ça veut dire que vous irez jusqu'au bout, primaire, pas primaire, droite, pas droite, Retailleau président, Retailleau pas président. De toute façon, vous irez jusqu'au bout, jusqu'à une candidature à la présidence ? Ça veut dire que dans notre pays, si on veut changer les choses, il y a un poste qui le permet, c'est la présidence de la République. C'est clair. Ça veut dire que tout ce que j'essaye de faire, c'est de pouvoir apporter à mon pays, je verrai ensuite si les Français me font confiance, ce choix-là et ce chemin-là. Laurent Wauquiez, un mot de conclusion quand même. On est, pardon pour celles et ceux qui nous auraient rejoints en cours de route, ils peuvent être un peu étonnés du cadre. Je rappelle que c'est une église. Pourquoi étonné ? Oh, étonné, enfin, c'est une église. Mais pourquoi étonné ? Mais pourquoi étonné ? Il n'y a pas de mal. Hein, c'est nos racines, tout à fait. C'est notre histoire. J'allais y venir, voilà. Mais c'est une église désacralisée, je précise. Hein, voilà. On est à la place de l'hôtel à peu près. Précisément, dans cette pensée de déconstruction contre laquelle je lutte, il y a ça. Est-ce que ça veut dire on est dans un lieu qui est magnifique. Est-ce que vous voulez réaffirmer les racines chrétiennes de la France ? Je veux réaffirmer toutes les racines. Je veux réaffirmer les racines de notre antiquité, on en a parlé. Je veux réaffirmer les racines de ce qu'a été l'Europe chrétienne.
Je veux réaffirmer les racines de l'Europe des Lumières et de la Révolution. Quand vous voyez, Je veux qu'on retrouve notre fierté. Alors ça, c'est le syncrétisme, c'est très bien. Tout le monde sera d'accord avec vous. Mais non, pour tout le monde ne sera pas d'accord avec nous. C'est inviter Mélenchon, inviter une partie de la France insoumise. On l'invitera. Et vous verrez à quel point, malheureusement, tout le monde n'est pas d'accord avec moi Quand vous voyez le cabinet, enfin, il n'y a pas vraiment de cabinet aux États-Unis, mais le président des États-Unis, Musk, Vance, qui prie pour ouvrir, comme au temps de Louis XIV, dans le conseil d'en haut, on pouvait aller à la messe, est-ce que vous vous dites c'est bien ? J'ai dit que dans ses racines et dans nos racines, il y a la laïcité. La laïcité, pour moi, ça compte beaucoup. Et dans la République française, il y a la laïcité. Les Italiens vont plus loin. Monsieur Tajani, toujours dans cette émission, disait « Moi, je pense qu'il faudrait inscrire dans les textes les racines judéo-chrétiennes de l'Europe ». Le pensez-vous ? Bien sûr, j'ai même plaidé pour régulièrement et avec force. Mais ça n'est pas contre la laïcité. Savoir d'où l'on vient, savoir quelle est son histoire, c'est parfaitement compatible avec ce qu'est la conception française de la laïcité. Laurent Wauquiez, merci. Merci à celles et ceux qui nous ont patiemment écoutés. Merci à vous. Et évidemment, on continue l'émission avec les très importants développements en politique internationale face à Trump d'un côté, face à Poutine de l'autre.